Du village de Lützerath, en Allemagne, aux contrées australiennes du Queensland, les mines de charbon sont en plein boom. Malgré les promesses des États de sortir de la plus sale des énergies fossiles, on n'a jamais consommé autant de charbon qu'aujourd'hui. Pourquoi et à quel prix? On en discute dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse à deux géants miniers qui extraient du charbon à tour de bras, Glencore et Adani. Sortie de pandémie, guerre en Ukraine, crise d'approvisionnement, le charbon connaît son heure de gloire, malheureusement au détriment des populations locales et du climat. J'en parle avec Adria Budry-Carbo, bonjour. Bonjour. Adria, tu es enquêteur matières premières à Public Eye. On t'a déjà reçu pour parler notamment du charbon des oligarques russes. Cette fois, on va ailleurs, en Australie, dans le Queensland, plus précisément au nord-est de l'Australie, où tu as rencontré des représentants des communautés aborigènes qui s'opposent à un projet de mine du conglomérat Adani. On regarde d'abord quelques extraits, quelques images que tu nous as rapportées du Queensland. Depuis la guerre, l'Australie a envoyé 3,3 millions de tonnes de charbon vers l'Europe. Près de la moitié venait de cette mine contrôlée par Adani. Face à la toute-puissance du lobby de la pelle et de la dynamite, les communautés aborigènes organisent la résistance. We have been sitting in front of the mine for 407 days. We use this land, we still live here. And we still hunt, we still do all these things, and we want to carry on our stories. We're traditional owners in this country, trying to fight back for our own land. Adani projette d'ouvrir ou d'étendre 60 mines de charbon à travers le monde. C'est la deuxième multinationale avec le plus de projets de polluer. And it's been a pretty hefty fight, but hey, we're still here, eh? Yeah. Help us kick him out of here. Autumn. Alors moi, j'ai plutôt l'habitude des enquêtes de Public Eye qui se déroulent dans des pays économiquement défavorisés, dans lesquels vous dénoncez les conditions de travail ou environnementales. Là, l'Australie, on a moins l'habitude. Pourquoi ce voyage ? Parce que l'Australie a longtemps été le premier exportateur mondial de charbon. Il est aujourd'hui en deuxième position. Et puis qu'il y a beaucoup de sociétés suisses ou alors de groupes internationaux qui sont aussi basés en Suisse, qui sont actifs dans le charbon là-bas. Mmh. C'est une industrie qui est finalement très helvétique. Et puis aussi, l'Australie est un pays avec de très fortes inégalités. On a les grandes villes de la côte, mais aussi, dès qu'on rentre dans les terres, là où se trouvent les mines justement, beaucoup de personnes vivent dans une situation très défavorisée. En Suisse, quand on parle de société minière, on pense très vite à Glencore, qui est très connu, qui est basé à Zug. Par contre, dans ton enquête, tu parles beaucoup de Adani, un conglomérat indien. C'est qui exactement ? Le groupe commence un petit peu à être connu parce que son propriétaire lui a donné son propre nom de famille et il est, pendant la pandémie, devenu la troisième fortune mondiale. C'est un conglomérat principalement actif dans l'énergie, qui possède énormément d'infrastructures en Inde et en Australie et qui s'est spécialisé dans le charbon. Mmh. Donc, tu as dit son propriétaire, c'est Gautam Adani, je ne sais pas si tu l'as mentionné. On le voit à l'écran là, il a de forts liens aussi avec le gouvernement indien, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, c'est que donc il est originaire d'un État qui est le même que celui de Narendra Modi, le chef d'État indien. Et puis leur carrière avance un petit peu en parallèle. Donc ça a commencé par une lointaine relation quand Monsieur Modi était le chef de l'État du Gujarat. Mmh. Et puis ça s'est poursuivi en campagne présidentielle. C'est Gautam Adani qui lui prête son avion privé pour qu'il puisse mener sa campagne aux quatre coins du pays. Et en échange, le groupe Adani s'est vu octroyer des contrats publics, a obtenu de larges prêts également d'État et a pu très très rapidement en fait construire un empire intercontinental. L'évolution de la fortune d'Adani est incroyable depuis que le charbon connaît un boom. Toi, tu es arrivé dans le Queensland en octobre 2022 et tu as rencontré notamment Cody McAvoy qui occupe un terrain en face de la mine de Carmichael, donc celle de Adani justement. Tu arrives à nous raconter un peu le combat de cet homme ? Mmh. Ouais, il y a très clairement un côté David contre Goliath. Il en est très conscient, Cody. Et puis, il est aussi également très fier d'être dans ce combat, d'être en opposition à la troisième fortune mondiale. Mmh. Parce que je ne l'ai pas dit, mais il fait partie d'un groupe aborigène. Exactement. Et donc, qui étaient, ou qui sont toujours d'ailleurs les occupants traditionnels de cette région.
l'histoire coloniale de l'Australie étant ce qu'elle est, ils ont été progressivement écartés. Mais ils conservaient des droits sur ce territoire. Quand le groupe Adani s'est intéressé à cette zone pour pouvoir y construire une des plus grandes mines de charbon au monde, tout d'un coup, le gouvernement australien a, ce qui semble, éteint les droits des communautés aborigènes. Ils se sont opposés et puis par une modification légale récente, ils ont obtenu du moins le droit d'occuper et de développer leur culture sur ce territoire-là. Donc c'est un peu un statut hybride. C'est une concession minière, mais ils ont le droit d'être là, pour autant qu'ils ne perturbent pas l'activité minière et qu'ils continuent à développer leur culture. Au-delà des communautés aborigènes, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui contestent ce projet ? Alors oui, donc on a les occupants traditionnels, les aborigènes. Il y a toute une série de personnes qui défendent leurs droits, qui se sont installées autour. Et puis, évidemment... Tu les appelles carrément des zadistes dans ton enquête. Les zadistes, les militants écologistes, exactement. Qui viennent d'où ? Qui viennent des grandes villes australiennes, qui n'ont plus envie que leur pays soit cette centrale à charbon du monde entier, qui estiment que c'est suffisant, et puis qui, quelque part, selon aussi le modèle européen, estiment que ces zones-là sont devenues des zones à défendre. C'est ici que le combat doit se mener et que l'industrie minière a assez grignoté leur pays. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que le groupe Adani, dont on parlait juste avant, il a la réputation de pas trop aimer les journalistes. Je te propose d'écouter le témoignage de Stephen Lang, journaliste d'investigation sur la chaîne publique australienne ABC. Sorry, I've got my phone running on my pocket. On a enquêté sur le géant indien Adani, qui a obtenu l'autorisation d'exploiter la plus grande mine d'Australie. On était arrivé à Mundra, dans l'état d'origine d'Adani, depuis moins d'un jour quand la police a débarqué à notre hôtel. Right. Who are the gentlemen that want to see us? Who are you? Wait. Who are you? Who are you? We are police. Right. I see your identification, please. Right? Notre souci principal, c'était de sauver ce qu'on avait déjà filmé. On avait fait des interviews en Inde et notre principale crainte, c'était que la police saisisse notre équipement, efface les images, tue cette histoire. On nous a interrogés pendant environ 5 heures. L'officier en charge n'arrêtait pas de sortir et de parler avec quelqu'un au téléphone. À chaque fois qu'il revenait, l'interrogatoire et l'hostilité s'intensifiaient. C'était évident qu'il savait pourquoi on était là, mais personne ne mentionnait le nom d'Adani. Donc, il y a la police, il y a ce A-word qu'on ne peut pas prononcer. C'est quoi ce A-word ? C'est comme Voldemort, on ne peut pas dire Adani ? Ouais, alors Adani, c'est devenu un petit peu, en Inde, l'éléphant dans la pièce, et puis en Australie, c'est devenu le diable, en fait, tout simplement. Après 10 ans de tentatives d'ouverture et puis de mobilisation très forte des milieux écologistes, ils ont aussi appris que le gouvernement était prêt à donner des prêts avec l'argent public à cette entreprise. Ce nom est associé à quelque chose de très négatif. Et la société a décidé, il n'y a pas si longtemps, de changer le nom de sa filiale australienne pour éviter de rappeler aux gens. Pour quel nom, du coup ? Bravus. Elle s'appelle désormais Bravus et puis elle sponsorise une équipe locale de rugby. Et toi, personnellement, tu as été reçu comment par Adani dans le Queensland ? On va dire assez fraîchement. Ce qu'on a tenté de faire, en fait, c'est de demander diplomatiquement. Avant notre reportage, on leur a envoyé une demande officielle pour pouvoir visiter la mine. On a discuté avec l'un des porte-paroles pendant un moment par visioconférence. Et pour finalement recevoir un nom assez sec, mais on l'a compris, on s'est dit qu'on allait quand même y aller, de toute façon. Et sur place, on s'est rendu compte qu'ils avaient utilisé donc notre demande officielle, probablement notre image, pour le passer au service de sécurité. En arrivant, donc on a été suivi par une voiture le long d'une route publique. Et puis, alors qu'on était encore sur place, et ça c'est quelque chose qui m'arrive pour la première fois, on a reçu une lettre d'avocat pour nous dire qu'on nous avait reconnus dans telle voiture et qu'il fallait à tout prix quitter les lieux. T'as été fiché assez vite. Exactement, en fait. Fiché. Alors qu'on tente de jouer le jeu en leur demandant gentiment d'entrer. C'est étonnant, c'est pas l'attitude d'un groupe coté en bourse d'habitude. Les groupes cotés en bourse sont quand même plus prudents parce que ça génère du bruit, ils ont des actionnaires qui peuvent poser des questions. Et puis là, on a une entreprise qui se comporte un petit peu comme des voyous. Et de façon plus large, c'est quoi la communication de Adani vis-à-vis des critiques ?
Alors, Adani essaye de se profiler actuellement comme un acteur de la transition énergétique. C'est un peu piquant, étant donné que c'est un des plus gros groupes de charbon. Comme d'autres grands groupes. Comme d'autres grands groupes, tout à fait. Et il supporte très très mal les critiques. J'ai pu parler avec certains journalistes, dont celui qu'on a vu à l'écran, qui nous expliquent en fait que systématiquement, dès qu'il y a un reportage, en fait, Adani utilise tous les moyens possibles pour bloquer la diffusion de ces reportages. Et puis va assez loin quand même dans sa gestion des relations avec les journalistes. C'est toujours très musclé. En termes de relations publiques, il y a donc cette langue de bois de la transition écologique qui est en cours, qui est en train de se faire. Et de la sortie du charbon aussi. Ils ne parlent pas forcément de sortie du charbon, mais par contre, ils mettent vraiment en avant qu'ils seraient en train d'investir dans des énergies renouvelables. Ils financent des musées de part et d'autre aussi en Europe qui parlent pour peindre en vert un petit peu tout ceci. Mais concrètement, leurs actifs, ça ne change pas grand-chose. C'est principalement du charbon. Ça, c'est pour la posture d'Adani. J'aimerais aussi qu'on parle de la posture du gouvernement australien. Alors, c'est peu connu, mais l'Australie détient la 3e réserve mondiale de charbon et ses exportations rapportent des dizaines de milliards chaque année. Quelle est l'attitude des autorités australiennes face aux différents enjeux, à la fois économiques et climatiques ? C'est des courbettes, principalement. Chez les politiciens locaux et aussi sur le plan fédéral, j'imagine que personne ne veut être le politicien qui a perdu l'un de ces grands acteurs et qui a perdu des milliards potentiellement d'impôts. Donc, on est dans une attitude où on essaye de donner des gages à l'accord de Paris, mais en même temps, on n'a pas vraiment envie de s'aliéner ces grands acteurs du charbon. C'est terrible parce que l'Australie, c'est aussi un des pays qui est les plus impactés par le changement climatique, non ? Avec les méga-feux, les inondations, la barrière de corail. Exactement. Donc pendant longtemps, il y a eu un peu cette attitude. Nous, on extrait le charbon, mais finalement, il est brûlé ailleurs. Donc c'est plus notre problème, en fait. C'est ce qu'on appelle la métaphore du dealer. Voilà, je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Les derniers événements, donc les incendies dans le bush, l'eau qui se réchauffe, le blanchissement de la grande barrière de corail, font qu'il est plus possible pour les Australiens d'ignorer qu'ils sont également touchés par le réchauffement climatique. Donc il y a un petit changement qui se perd également en Australie, surtout au niveau de la société civile qui demande de plus en plus des comptes à son gouvernement. Est-ce qu'en Europe, il y a aussi une hypocrisie un peu similaire ? J'entends par là, par exemple, que face à la crise énergétique, il y a des pays comme l'Allemagne qui ont dû relancer des mines à Lützerath, mais en Suisse, ça va, on n'a pas de charbon au moins. Alors, on a fermé la dernière mine de charbon il y a quand même quelques années, mais la Suisse a quand même, la Suisse est un poids lourd de ce secteur. Dans notre dernier rapport, la Suisse sur sa montagne de charbon. Là, tu le montres à l'écran, on fait un peu de pub pour les gens on le mettra en description de ce podcast. Eh ben, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait en Suisse 245 sociétés qui sont actives sur ce secteur-là, que ce soit dans l'extraction, la vente ou des services financiers autour du charbon, et que finalement, des entreprises suisses sont responsables de 40% du charbon vendu sur le plan mondial. Donc la métaphore du dealer s'applique aussi en Suisse ? Elle s'applique effectivement aussi à la Suisse, puisque comme le gouvernement australien, on a tendance à s'en laver les mains et dire bon voilà, nous on se contente de faire quelques opérations par téléphone ou via quelques clics, et puis on n'est pas responsable de son extraction ou de sa consommation. Et autant la Suisse que le gouvernement australien disent sortir des énergies fossiles d'ici à 2050 ? En Australie, au Queensland particulièrement, où il y a toutes ces mines, le gouvernement australien, le gouvernement du Queensland a fait une déclaration fracassante. Ils disent vouloir s'en passer à l'horizon 2030, mais ils ne mentionnent pas du tout la vente de charbon à des pays émergents. On pense aussi qu'il y a une hypocrisie là derrière. On a beaucoup parlé d'Adani, mais il y a un autre poids lourd du secteur qui est bien implémenté en Australie et qu'on connaît mieux ici en Suisse, c'est Glencore, dont le siège est à Zug. Alors moi, je connais surtout Glencore parce que j'ai trouvé la pub dans les transports publics lausannois. C'est marqué « Vous contribuez à réduire les émissions, nous aussi ». Donc c'est ça qu'ils sont en train de faire en Australie. Moi, ça me fait sourire parce que ça correspond pas tout à fait à ce qu'on a vu dans la pratique. Ça a énervé beaucoup de gens, cette publicité. Il faut savoir qu'il y a à peu près la même en Australie et cette hypocrisie, elle ne passe pas inaperçue, ni en Suisse, ni en Australie. Pendant des années, Glencore mettait en avant son charbon quand il parlait à ses investisseurs. Ils se sont rendus compte à un moment donné qu'ils pouvaient plus continuer à le faire parce que même les plus durs des investisseurs étaient conscients qu'il fallait pas continuer comme auparavant.
Donc désormais, ils mettent uniquement en avant leur cobalt et les batteries électriques. C'est juste le discours qui change, parce que dans la pratique, Glencore est le premier mineur d'Australie, le premier mineur de charbon. Et puis, il continue d'ouvrir des mines. Notamment le projet Valeria, dont on a des vidéos qu'on va incruster en post-prod, magnifiques, faites au drone. C'est quoi ce projet ? Alors, Valeria, c'est tout simplement le projet de construire l'une des plus grandes mines de charbon d'Australie. 6 puits, 20 millions de production dans un premier temps, et puis surtout des travaux qui commenceraient dès l'année prochaine. Avec une durée de vie très très longue. C'est ça l'enjeu aussi, c'est qu'en fait, ça nous force à rester dans le charbon pour des décennies encore, c'est ça ? Exactement. Donc, le discours ambiant est de dire le charbon est condamné à plus ou moins court terme, on va le prolonger de quelques temps, puisqu'on a des problèmes d'approvisionnement actuellement suite à la guerre en Ukraine. Mais tout ce qui est investi aujourd'hui dans le charbon, toute mine ouverte, centrale à charbon, nous lie à cette énergie fossile pendant 10, 20, 30 années. Et c'est quoi la durée de vie du projet Valeria ? La durée de vie du projet Valeria irait bien au-delà de 2050, qui est en fait... Le net zéro pour l'Australie, c'est ça ? Le net zéro pour Glencore. Glencore avait annoncé, avant son assemblée générale, il y a quelques années, qu'ils allaient devenir net zéro, donc ils allaient plus être un contributeur net d'émissions fossiles en 2050. C'est un peu contradictoire de voir qu'ils sont en train de projeter maintenant d'ouvrir d'autres mines et qui iraient bien au-delà de 2050. Et ils sont en train de redimensionner le projet aussi, à la baisse. Alors nous, on leur a posé toute une série de questions, on a été sur place, on a vu que tout était prêt pour lancer les travaux, les gens ont été expulsés, on leur a racheté leur ferme pour certains, d'autres sont encore en négociation. Mais tout à coup, on a appris qu'en fait, Glencore avait annoncé devant quelques investisseurs qu'ils étaient en train qu'ils avaient placé ce projet en révision. Donc c'est pas très affirmatif non plus, on n'est pas en train de renoncer au projet, mais il est en révision. Ce qui a suffi pour faire croire qu'en fait le projet était totalement annulé, mais c'est pas ce qu'on a constaté sur place. Et puis surtout, ils se mettent sur la réserve en fait. Voilà. Pour voir notamment ce que va faire le gouvernement local vis-à-vis d'une potentielle augmentation des taxes sur les super profits du charbon, c'est ça ? Alors, en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'en parallèle, il y a des négociations qui sont en cours, tant au niveau du Queensland qu'au niveau fédéral, d'augmentation des taxes ou de création d'une taxe sur les super profits, chose que Glencore a évidemment en horreur, et c'est difficile de ne pas voir un parallèle ou disons un bras de fer entre d'un côté cette décision, enfin cette annonce fracassante de Glencore, et puis de l'autre, ce qui se trame en coulisses. Je crois que les banques suisses sont aussi fortement impliquées dans le projet, non ? Elles ont financé une partie du projet Valeria notamment ? Les banques suisses financent toujours allègrement Glencore, donc elles financent pas. En tout cas, c'est nous ce qu'on constate, c'est que c'est pas un financement par projet, c'est plutôt un financement pour l'entreprise elle-même, sans contrepartie. Donc en fait, c'est des lignes de crédit non contraignantes qu'elle donne à Glencore. Pourtant, elles aussi, elles ont un discours autour de la transition écologique, du net zéro, etc. Et elles ont pris des engagements. Elles ont pris des engagements en disant qu'elles excluent les sociétés qui tirent une grande partie de leurs bénéfices du charbon. Ce qui n'est pas le cas de Glencore. Alors si, mais sauf que les critères ont été établis d'une telle façon que Glencore part juste entre les mailles du filet, parce que Glencore est un groupe diversifié, ils ne font pas que du charbon. Okay. C'est quoi les critères précisément ? Alors c'est 5%, pour beaucoup de banques, c'est un peu devenu le standard. 5% du chiffre d'affaires dans le charbon, ça vous exclut des financements bancaires. Pour Glencore, c'est pas le cas. Glencore tire une grande partie de ses bénéfices du charbon, mais sur le chiffre d'affaires, ils sont toujours assez diversifiés. Tu l'as dit avant, la Suisse, c'est la plaque tournante du négoce de charbon. 40% y est négocié mondialement. C'est la source d'énergie la plus polluante au monde. Du coup, que veut Public Eye à ce niveau ? La Suisse a une responsabilité très lourde au niveau écologique à cause de ce commerce de charbon. On pense qu'elle devrait en prendre la mesure et qu'elle devrait, à l'horizon 2030, décréter une interdiction de commercer ce charbon. Il faut savoir qu'on est plutôt en retard. Il y a d'autres sociétés, d'autres groupes miniers qui, eux, ont déjà décidé d'en sortir. En Suisse, ça semble pas être le cas. Au contraire, on est plutôt un refuge pour les dernières sociétés, les jusqu'au boutistes, qui devraient pousser le charbon jusqu'au siècle prochain. En écologie, souvent on dit que chaque petit geste compte. Sur le charbon, on n'est pas sur un petit geste. Le charbon, c'est 40% de la hausse des émissions de CO2. Si on arrivait à reléguer définitivement le charbon au livre d'histoire,
on rendrait un service immense à la planète. On aurait répondu à la moitié du problème. Ça me paraît être une excellente conclusion à ce podcast. Merci beaucoup, Adrien Budry-Carbo, d'être venu. Merci. Si vous voulez connaître les détails de l'enquête, on la met en description de l'épisode. Également, vous pouvez signer la pétition de Public Eye pour l'interdiction, l'abandon du commerce de charbon d'ici à 2030 en Suisse. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.